matin, on se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi. » Lors du dernier épisode, les citadins ont découvert le site du projet. J'ai jamais démoli quelque chose aussi facilement. Mais ils ne s'attendaient pas à entamer leur expérience dans un lieu aussi vétuste. On est quand même que 5, on a un temps qui est vraiment limité. Et là, je me suis dit, waouh, il y a du boulot. Finalement, l'état délabré de la structure de la maison a conduit à l'arrêt des travaux. Rappelons qu'ils disposent d'environ 10 000 €, 75 litres d'essence et plus que 12 semaines pour mener leur expérience à terme. Aujourd'hui, les citadins tentent de trouver de l'aide pour contrer les problèmes des éléments de soutien. Bonjour. Rénobois, c'est une entreprise de construction. On est entrepreneur général. On est spécialisé en menuiserie. On fait beaucoup de reprises de bâtiments. C'est de la reprise de vieux bâtiments. Régis Bolduc, manœuvre. Pierre Belrose, menuisier. Et Guy Robert, entrepreneur général. Fait que c'est ça notre château. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a moyen de récupérer? On n'a pas de budget. Vraiment, notre limite, c'est le budget. Il faut qu'on trouve les pièces. On va essayer de tout trouver en récup. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mur-là? Est-ce qu'on peut le garder? C'est des gens qui sont aptes à nous donner les indices, à travailler dans ce bâtiment-là, à regarder comment il travaille, comment il est tordu, la manière, la façon dont il s'est affaissé, pour tranquillement le ramener en place, regarder le béton, comment on va organiser toute cette démarche-là, parce qu'il y en a énormément à faire. On va pouvoir enligner ce bâtiment-là avec du monde qui nous permette de travailler sécuritairement. C'est comme inespéré. Là, normalement, dans des carrés de madriers de même, ce qui tient vraiment le mur, c'est les poteaux de charpente. Les verticaux. C'est ça. Dans le coin ici, t'en as un normalement. Là. T'en avais un. T'en avais un qui est en train de disparaître pas mal. Là. Pierre-Alexandre Rodrigue, ingénieur en structure. Puis ici, on voit qu'il n'y en a plus. Là. Je sais pas si cette ouverture-là a été installée après, là. Mais tu vois qu'ici, il n'y en a plus de poteaux à cet endroit-là. Là. OK. À ce moment-là, ce serait pas une mauvaise idée d'aller réparer le poteau de charpente puis en faire un vrai. Là. OK. Vous ferez attention quand vous allez être rendu au niveau du carré. Il faut pas forcer non plus en malade parce que c'est juste un petit carré de bois quand même. C'est-à-dire que c'est pas si lourd que ça. Là. Fait que si vous le forcez trop, vous risquez de le faire sortir. Là. OK. Donc, il faut y aller tranquillement. Puis comme on disait tantôt, ben, certains juste à endroits... côté. Oui, c'est ça, juste à côté. On dégarnit, on enlève tous les planchers. On continue ce qu'on a fait. Là. On n'est pas dans le champ. Là. Non, c'est bien parti. Le plancher ici, vous pouvez l'enlever partout. Là, pas de problème. Parfait. La maison des citadins ici, quand on est venu la première fois, on pensait que c'était un petit travail de structure, regarder les structures existantes puis voir un peu comment on pouvait renforcer ça. On était loin de se douter. Je pense qu'on n'était pas les seuls d'ailleurs. Elle était dans cette condition-là. C'était peut-être un hangar au départ, ça, qui a été transformé en logement. Puis, bon, il y a eu beaucoup de transformations. Puis, à chaque étape des transformations, ça n'a pas toujours été fait par des gens qui connaissaient bien ce genre de maison-là. Si ici, on veut abattre les murs. Normalement, ça ne devrait pas être porteur, ça. On est aussi... Quoique, ben, il y a ceux-là qui sont à côté là. Il faudrait l'évaluer comme... Il est devenu porteur. Ben, c'est ça. Normalement, il n'aurait pas dû l'être dans le geste, là. Mais il est devenu Mais porteur. il a l'air d'être devenu avec le temps, là. Parce que Mais tu le vois, morceau, ici, il est fléchi, là. Il un peu. s'est Ouais. Fait qu'avec le temps, les charges se sont transmises sur le mur quand même, là. Si on veut arriver à avoir une toiture terrasse, D'après moi, tu vas être obligé de renforcer si tu veux mettre une terrasse là-dessus.
Sans compter ce que ça peut impliquer, en fait, coût d'aménager un toit par-dessus, parce qu'évidemment, il faut que tu ailles attacher ta terrasse de quelque façon, il faut que tu ailles jouer dans la couverture, là. Puis je sais pas dans quel état aller. Là. Dans la mesure où on reste dans un budget modeste. Modeste. Et sur notre cas, modeste, assez modeste. Là, en fin de compte, on ne connaît pas le design, on ne sait pas trop, on ne sait pas les matériaux que vous allez trouver, vous ne savez pas les poteaux. On nage, là, tu sais. Fait que stripper à la maison, d'avoir une idée de la maison, puis après ça, d'avoir une idée de ce que vous avez comme matériaux, puis une idée de ce que vous avez comme plan. Alexandro, il va falloir que tu te barres. Ouais. Moi puis Mie, on va faire le relevé, puis... Relever niveau. Relever niveau, puis... Pas ton niveau. T'sais, quand tu vas tirer ton niveau, tu vas pouvoir avoir tes hauteurs, parce que quand tu vas faire ton plafond, tu vas venir avec un plafond droit. C'est-à-dire que là, il faut que tu vas chercher ta hauteur. OK. C'est ça. On peut plus remettre ça demain. Alors, on va quand même un petit peu mieux. Je pense qu'il faudrait voir avec le reste de l'équipe. Mais moi, je suis bien rassuré, en tout cas, par cette visite. Devant la tâche énorme, j'étais heureux de constater que les citadins gardaient le moral. Ils semblaient déterminés à opposer la confiance au découragement et la discipline au chaos. Mais malgré tout, ils devaient d'abord se concerter afin de passer à l'action le plus rapidement possible. À 2 en haut, tout est strippé à l'intérieur d'une journée. Il ne reste plus rien. Ça inclut pas le contreplaqué au sol. Ça peut être un peu plus difficile. Mais là, il ne reste plus rien au plafond, il ne reste plus rien dans les murs. À 2 autres en bas, on enlève le plancher et tout. Vincent, lui... Alors ici, quand on strippe les murs, c'est l'étape où on dégarnit en fait, on enlève tout le plâtre, les fourrures qui sont sur les murs pour retrouver un peu le squelette de la maison. J'ai eu bien de la misère aussi quand je suis rentré dans la construction après l'école. Moi-même, j'ai développé un peu le lexique de la construction qui n'est pas du tout le même que celui qu'on apprend à l'école. On va avoir énormément de plâtre. On va avoir énormément de plâtre. C'est sûr qu'il faudrait s'informer si on peut le mettre à l'intérieur, le sceller dans un béton, par exemple, le capsuler, et faire nos fondations avec... Mais on ne récupérera pas toute cette matière-là. Non, mais surtout qu'elle est peinte. Le plâtre peut être transformé en un mélange de particules fines, appelé le fin, et utilisé pour le recouvrement journalier des sites d'enfouissement. Il peut aussi servir à équilibrer l'acidité des terres agricoles ou encore être intégré à une étape primaire de la fabrication du ciment. Mais dans l'ensemble, le plâtre offre peu de débouchés car sa transformation demeure complexe. Il va falloir qu'on s'assoie pour décider exactement quelle sorte de matière on va avoir de besoin pour les prochains jours. Effectivement, là, on est encore en train de faire la mise en place. On est sûr d'avoir besoin 2 ou 3 poutres. Je pense qu'on va commencer à évaluer au niveau du budget qu'est-ce qu'on va aller acheter comme matériel et commencer à dépenser. Dans le fond, on n'a rien... Jusqu'à date, on a été on a fait très attention à notre argent et puis on l'a toujours. Pour les personnes qui vont aller en repérage, on pourrait quand même monter une liste de base. Il y a des choses, oui. On sait déjà qu'on doit les remplacer, partir avec des dimensions de base. Moi, je vais essayer de me concentrer un peu sur tout ce qui est trouver les matériaux de carrés de bois, les trucs pour qu'on récupère la maison au plus vite, à se fenêtre. Il n'existe pas de guichet unique pour les matériaux récupérés au Québec. Ceux-ci sont plutôt dispersés à travers différents réseaux de récupération généralement méconnus. D'une part, je pense qu'il faut que s'il y a des endroits de récupération, que ça soit bien fait. D'autre part, il ne faut pas que ça soit trop loin du centre-ville, où c'est la place où on génère le plus de déchets, puis c'est la place où on pourrait récupérer le plus. Et puis que ça soit facile d'accès, que les inventaires soient clairs. Et puis aussi, bien, il nous manque un petit peu une infrastructure pour venir le chercher. Parce que les entrepreneurs comme tels ne peuvent pas partir avec tout ce stock-là et aller le porter. Il faut qu'il y ait une structure qui fasse qu'on puisse appeler quelque part et dire « Moi, là, j'ai des beaux matériaux ici. Je suis prêt à faire attention, à mettre plus de temps pour les récupérer, les sortir à l'extérieur, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne les chercher et qui les amène. » Parce que nous, il faut même qu'on loue les rues pour mettre nos déchets. Fait qu'on ne pourrait pas louer comme 2 puis 3 espaces, un pour le bois, un pour la brique, un pour... ça deviendrait trop cher à gérer. Il va falloir qu'on trouve du bois, beaucoup de bois. Je pense qu'on parlait de beaucoup de 2 par 10.
Oui, pour les solives, pour le plancher. Moi, je connais une place, Farley, qui est un centre de récupération. Mais, tu sais, les centres de récupération de bois d'œuvre sont loin. Farley, c'est Oka. Il y en a un à Pierrefonds aussi. Oui, à Pierrefonds, c'est pas loin d'Oka. Ben, c'est pas loin, c'est en chemin vers Oka. Ça fait longtemps que t'es allé à Pierrefonds. Ben, tu sais. Chaque jour, des milliers de tonnes de matières premières sont condamnées au dépotoir. C'est un réel problème dans une société où le temps se calcule en argent et où la conscience n'a pas de prix. On préfère donc enfouir nos remords avec les déchets au plus profond de la terre. Mais ce choix viendra un jour nous hanter. Pourtant, je connais un endroit différent. Là-bas, les citadins auraient su où aller et ils auraient gagné beaucoup de ce temps qui nous est si cher. Portland et sa région métropolitaine, Oregon, États-Unis. Population, 2 040 000 habitants. Taux des matières détournées de l'enfouissement, 55 %. À titre comparatif, Montréal affiche un taux de 20 %. Quartier Nord-Est, Portland, Oregon. Marqué par son passé industriel, le faubourg a amorcé il y a quelques années une lente métamorphose. De jeunes entrepreneurs sont derrière cette revitalisation urbaine. J'ai grandi ici sur la Mississippi Avenue. Ma grand-mère tenait une taverne sur cette rue quand j'étais jeune. Il y a eu de nombreux changements ici depuis mon enfance. Shane Endicott, fondateur et directeur exécutif du Rebuilding Center. Au début, on était tous des bénévoles du voisinage. On n'avait rien d'autre que l'idée d'un projet qu'on a baptisé le Rebuilding Center. Si une maison devait être démolie, on voulait éviter que tout aille au site d'enfouissement. Préserver tout ce qui était réutilisable, une seule poignée de porte ou l'ensemble de la maison. Le Rebuilding Center est un centre de récupération de matériaux usagés sans but lucratif. Chaque semaine, 35 tonnes de matériaux recyclés y transitent. Une nouvelle aile permettra bientôt au centre de porter ce chiffre à 70 tonnes par semaine, soit 10 tonnes par jour. Environ 80% des matériaux réutilisables que nous conservons ne sont pas rentables. Ce sont les 20% que les gens perçoivent comme la crème des matériaux usagés qui subventionnent le reste. Et c'est ce que l'entreprise recherche. Nos clients proviennent de toutes les couches de la société. Certains ont des revenus modestes. Ils viennent ici parce que nos prix sont les plus abordables. Nos matériaux coûtent de 50 à 90% moins cher que les matériaux neufs. Mais on a aussi des clients qui sont soucieux de l'environnement. Ils viennent ici parce qu'ils préfèrent acheter de l'usagé plutôt que du neuf. Jeremy Campbell, entrepreneur général, client régulier du Rebuilding Center. Au début, je venais ici par souci de l'environnement. Et en tant qu'entrepreneur, j'aime beaucoup la qualité du bois provenant des forêts anciennes. Et puis, j'ai pris l'habitude. Je sauve un peu d'argent. C'est tout simplement un bel endroit. J'aime venir ici. On voulait construire un édifice qui nous permettrait de récupérer le maximum de matériaux, mais qui serait aussi un modèle inspirant de ce qu'il est possible de faire. La preuve que ces matériaux ont encore une vie.
Pour l'extérieur de l'édifice, on a utilisé des matériaux de toutes les époques de construction depuis la colonisation de l'Oregon. On a même choisi des matériaux marginaux, particulièrement les fenêtres. Elles n'ont rien de spécial d'un point de vue architectural, pas de panneaux de vitrail. Ce sont des fenêtres ordinaires qui appartiennent à diverses époques. On en a fait une mosaïque pour mettre en évidence leur beauté, leur texture. Ces moulures reflètent notre histoire. Elles évoquent à peu près toutes les époques de construction de notre région. Par exemple, cette planche qui provient d'une maison bâtie à la fin du 19e siècle. Les cercles marquent 60 ans d'existence d'un vieil arbre. Couvrant un espace de plus de 2600 mètres carrés, le Rebuilding Center est la plus grande ressourcerie de matériaux de construction usagés aux États-Unis. Après 7 ans de croissance continue, le Rebuilding Center enregistre aujourd'hui des revenus bruts de 2 millions de dollars américains par an. Les surplus sont réinvestis dans l'entreprise et dans la communauté. 80% du personnel du Rebuilding Center provient du quartier défavorisé où il se situe. Dès leur embauche, les employés sont payés 10 dollars américains de l'heure. C'est environ 3 dollars de mieux que le salaire minimum. Les gens pensent souvent que les pratiques écologiques coûtent plus cher. Mais venir chez nous, c'est plus abordable. C'est merveilleux. Des gens viennent ici pour économiser. Mais une fois qu'ils constatent ce qu'on réussit à récupérer, ils sont sensibilisés. Ils nous racontent que par la suite, ils se sentent coupables d'acheter des matériaux neufs. On ne fait pas seulement de la récupération. On change la façon dont les gens perçoivent les objets qui les entourent. Là, j'ai pris contact hier avec M. André Brochu. C'est une entreprise de construction de décors en cinéma. Tous les gros films américains passent par la famille Brochu, dont le père André est vraiment une perle. Puis c'est lui qu'on s'en va voir aujourd'hui. M. Brochu, ça fait 35 ans qu'il est dans le milieu. Puis ce qu'il me disait, c'est le 35 ans, on passait d'une production à une autre avec les mêmes matériaux. On pouvait faire 3 ou 4 ou 5 productions avec la même porte, la même fenêtre. Maintenant, c'est des droits de design, c'est une attitude complètement différente qui fait que ce décor-là, on ne le prend plus parce qu'il a été vu dans un autre film. On jette le matériel, on le fait disparaître, on le met dans des containers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde veut peindre sa Joconde, là. Et chaque cinéaste ou chaque producteur ne veut pas nécessairement revoir les trucs pour lesquels il a payé dans l'émission d'un autre. Claude Paré, directeur artistique pour le cinéma. Ça fait mal au cœur quand on voit des conteneurs partir avec des déchets à la douzaine et qu'on sait, bon, c'est des matériaux qui ne se désintégreront pas avant 150 ans, tu sais, et plus même. Donc, si je peux dire, le crémage n'est pas vraiment récupérable. Par contre, toute la structure, tout l'acier, tout, parce qu'il y a beaucoup de structures en acier, surtout en extérieur, on peut récupérer tous ces matériaux-là. André Brochu, concepteur de décors. Bonjour, M. Brochu. On vient chercher notre cadeau. Ça marche. Pour nous autres, c'est important de faire de la récupération. C'est des bons matériaux qu'on peut repasser sur une autre firme, quoi. Il y a certains matériaux là-dedans qui coûtent une fortune. Je trouve ça de valeur de ces beaux matériaux-là, de tout envoyer ça au vidange, à scrap. Non, mais t'imagines?
Ouais, il y en a un paquet, hein? Oui. Garde-corps, plafond, mur. On va commencer à s'amuser. Là, les dépenses importantes commencent. On a dépensé 400 $ chez M. Brochu. On a trouvé plein de choses. C'est du stock, il a fallu le transporter. Donc, on a eu un camion. On a loué ça peut-être 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. On en a eu pour 8 litres d'essence. Donc, ça y est, les 75 litres sont entamés. Et puis, bon, les dépenses continuent. Chez Monsieur Brochu, en fait, on a trouvé des grandes feuilles de contreplaqué, de l'aspenite, donc qui sont les panneaux de particules de bois orientés. Donc on retrouve beaucoup dans la construction ici, et sinon du plexiglas transparent et du diffusant, auquel on va pouvoir trouver des utilités. On nettoie, on continue à nettoyer, on continue à stripper les murs, on décape le haut. Surtout le haut, on va enlever le plus de poids possible en haut. Le plâtre, surtout le plâtre, avant n'importe quelle autre chose. Les petites lattes pèsent rien à comparer du plâtre. Ménage, du ménage, du ménage. Beaucoup de plâtre, beaucoup de transport. Deuxième étage rez-de-chaussée, et puis enlever toutes les petites lattes là tout autour, en essayant d'en briser le moins possible pour pouvoir la réutiliser. Pendant qu'on est 2 en haut, 2, 3 autres en bas, vont continuer à enlever le plancher d'origine du rez-de-chaussée. Ils vont venir soutenir les solives en périphérie de la poutre que l'ingénieur croit qu'on va devoir changer. Déprimé, oui, non, découragé, c'est le temps. C'est pas l'argent, c'est pas la nature du défi, c'est pas l'état de la maison, c'est le temps. Et c'est ça aussi qui nous effraie, c'est de devoir prendre des bonnes décisions rapidement. Étant donné qu'on n'est pas tous des charpentiers menuisiers, on a chacun notre formation qui est très théorique. Pour la plupart de nous, il y a Jean-Pierre qui a beaucoup d'expérience physique là, dans la construction. Une chance qu'il est là. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Là, à la fenêtre, derrière les plaques de plâtre. Tous les matériaux qu'on récupère sont des matériaux qu'on est portés à utiliser ultérieurement. Il faudrait idéalement les utiliser tout de suite, mais c'est pas toujours possible. On a un grand manque d'espace, d'entreposage, et ça joue contre nous énormément. Il y a des moulures qu'on essaye de pas briser quand on les défait. Attention, ça c'est une bonne pièce. C'est difficile, on arrive à garder des bons coins et on en a gardé une qui fait tout le long de la maison, ça c'est vraiment génial. Mais souvent, comme c'est pourri en dessous, les clous sont rouillés, il y a beaucoup d'endroits où ça s'est brisé. Ça va soutenir l'escalier. Il faut que je nettoie ce truc-là. On tasse les débris, puis on installe l'environ. On va l'étayer un petit peu plus. Regarde ce plancher-là. Regarde ça vient d'en. C'est hallucinant, hein? Ça, c'est direct des années 50, cette affaire-là. On a trouvé du plancher prélard avec des motifs psychédéliques des années 50 qu'on a gardés. Ça, c'est des belles pièces pour la déco. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec, mais on a gardé ça en souvenir. Ben ouais, on a trouvé un journal 1952 dans les couches sédimentaires de plancher. C'est un peu la dernière, mais la dernière transformation qu'il y a eu dans ce bâtiment. Ça va, Vincent? Oui, ça va bien. Super bien. Je nage dans le bonheur, là. Bah là, on va avoir besoin dans un premier temps de matériaux structurants, donc ça va être des piliers. On a déjà repéré des lampadaires qui peuvent nous servir en poteaux porteurs. On est un peu en retard, mais bon, c'est un peu le début, alors
On espère qu'on va réussir à accélérer, mais là, on a ce problème de structure à résoudre qui nous prend plus de temps que prévu. Donc bon, ça, on peut pas passer outre et on peut pas accélérer là-dessus, quoi. Les citadins faisaient le pari de déconstruire leur maison. Par souci d'économie, ils triaient leurs matériaux avec soin. Or, aux yeux des partisans de la démolition, c'était une perte de temps ridicule. Peut-être. Mais comment dormir en paix alors qu'on jette chaque jour l'équivalent de maisons entières dont d'autres ont désespérément besoin? Mon intérêt pour la déconstruction remonte à loin. Mon père et moi, on aimait regarder le boulet de démolition qui éventrait les immeubles. Un jour, je lui ai demandé pourquoi on ne réutilise pas les briques de cet édifice. Il m'a répondu « Viens, je vais te montrer pourquoi ». On a suivi un camion au site d'enfouissement. En voyant tous les matériaux qu'on enterrait pour toujours, j'ai pensé « Quel gaspillage !» On nous demande de démonter ce pavillon, un édifice des années 1970 qui se trouve au milieu d'un complexe immobilier. Brian McVeigh, chef de chantier, service de déconstruction du Rebuilding Center. On commence toujours en démontant ce qui a été bâti en dernier. L'édifice vous raconte l'histoire de sa construction, mais en commençant par la fin. Aujourd'hui, on démonte la structure portante, c'est-à-dire les murs extérieurs. À la fin de la journée, on aura enlevé la plupart du plancher de charpente et de l'ossature. C'est la partie la plus facile du démontage, l'ossature en bois. On récupère aussi des pierres du foyer. On va enlever le reste du foyer en même temps que la fondation. Pour l'ensemble du projet, on aura récupéré environ 75% des matériaux, soit en réemploi, soit en recyclage. Dans un effort visant à augmenter le taux de recyclage, l'instance gouvernementale régionale de Portland exige depuis quelques années qu'au moins 50% des matériaux d'un immeuble destiné à la démolition soient recyclés. Il y avait un créneau dans l'industrie de la construction. De nombreux entrepreneurs espéraient une nouvelle approche, une nouvelle philosophie de la gestion des gros matériaux. Avec la déconstruction, on pouvait déplacer ces matériaux d'une manière plus efficace, avec un taux de récupération supérieur. Évidemment, notre premier but est de remplir les rayons du Rebuilding Center de matériaux intéressants. La plupart des matériaux sont donc destinés au Rebuilding Center. Parfois, le client conserve certains éléments pour les incorporer à un nouveau projet. Quant aux matériaux qui ne se rendent pas au Rebuilding Center, la première solution est de les recycler. Et puis, ce qui ne peut être recyclé est condamné au site d'enfouissement. Toutes sortes de gens viennent travailler au service de déconstruction. Il y a des jeunes qui s'intéressent à la construction et qui ne veulent plus acheter leurs matériaux chez les détaillants. Il y a les gens qui aiment les avantages de travailler au Rebuilding Center. Et il y a les gens qui aiment travailler tout court.
Et ils aiment travailler dans cet environnement peu accueillant. Il y a beaucoup de saleté, c'est mouillé, il y a tellement de matériaux à déplacer. On a beaucoup de chance d'attirer autant de gens intéressés. Les équipes de Brian ont permis de récupérer plus de 2000 tonnes de matériaux en un an. Quand on embauche des gens, on ne vérifie pas seulement s'ils vont bien s'intégrer à l'équipe. On veut aussi savoir s'ils sont prêts à travailler sur le terrain, à retirer des clous sur près de 2 km de planches en un après-midi sous la pluie. On emmène nos candidats sur un site, on les présente à l'équipe, on les met au travail, et ce sont eux qui décident s'ils veulent travailler avec nous. Certains de nos employés sont chez nous depuis le début. Pouvez-vous imaginer enlever des clous chaque jour, une planche à la fois, un clou à la fois, pendant 5 ans? Certains ont retiré des clous sur plus de 60 km de planches. Chaque année, ce sont près de 250 000 immeubles qu'on démolit aux États-Unis. Cela représente suffisamment de bois et de solides pour construire une promenade de 30 cm de large jusqu'à la Lune. On m'a raconté que, autrefois, un écureuil aurait pu se déplacer de l'océan Atlantique au Mississippi sans jamais toucher le sol. Il faut réfléchir à la consommation d'arbres aux États-Unis et à l'échelle du monde. Il faut repenser notre façon d'exploiter ces matériaux et récolter le bois dans nos villes plutôt que dans nos forêts. Cette idée-là m'inspire profondément. On a tout mesuré, les ouvertures, les portes, les hauteurs, pour faire nos plans, pour dessiner nos plans. Et en fait, ça va nous servir à les montrer à l'ingénieur pour que lui nous dise ça, vous pouvez vous appuyer dessus, ça non, ça il faut changer, pour qu'il ait un peu une idée avec les sections des poutres, toutes ces choses-là qui nous aident un petit peu. Tiens-moi ça ici. À peu près... Ouais, je vais le mettre à la planche, tout ouais. Là. 16 pieds, 15 pieds. Ouais. Moins les épaisseurs, 25 pieds, c'est à l'extérieur, moins 2 fois l'épaisseur des murs. On est en train de faire un relevé présentement de l'existant, de la maison telle qu'elle existe. Ça va être notre base pour le design plus tard. On a notre carré, on a nos épaisseurs de murs, les ouvertures, l'escalier où elle se situe, les éléments importants. On va les considérer statiques, puis on va travailler autour de ça. Ça veut dire qu'il faut tout mettre en... Ah non, ça fait 6, ça fait 7. Ah, ça fait... Donc il faut additionner 7 pouces, 5/8 plus 3/4 de pouce. Ça veut dire plus 6/8 de pouce. À peu près 8 pouces écart. Non, mais c'est pas jamais pareil alors. Travailler en pouces, c'est horrible. Parce qu'il y a les quarts, il y a les quarts de pouce. En plus, c'est tous les 12. Alors tous les 12, moi je suis pas du tout habituée. Donc à chaque fois, il faut refaire le truc mental dans sa tête. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on va se faire 2 plans, comme on disait. On va dessiner le plan et après on va faire un truc d'échelle pour l'avoir une fois en pouces, une fois en mètres. C'est ça. Pour pouvoir se projeter un peu et un peu imaginer. Enfin moi, je peux pas imaginer dans des pouces. Je me suis acheté un petit mètre où il y a les deux. Donc je fais semblant que je mesure en pieds et en pouces. En fait, je mesure en mètres. Et après, je fais une petite conversion discrète, mais doucement, je commence à mettre les ménages en route là-dessus. Mais c'est un drôle de travail. La construction ici est organisée autour d'un système impérial. C'est une tradition assez dure à changer. Les standards sont comme ça. La rénovation se fait encore sur des standards comme ça. Les constructions neuves aussi.
Maintenant, on peut commencer à avancer sur plan et ça va être par rapport à nos plans qu'on va voir comment l'arranger, mais on peut vraiment travailler à partir de la base qu'on a ici. Elle n'est pas pourrie elle n'est pas pourrie de partout. Enfin, l'agitation du chantier prenait un détour plus constructif. Mais on était encore loin du premier coup de pinceau sur la toile vierge. Pour ça, les citadins devaient d'abord s'atteler à redresser leur vieux chevalet. Mais je les soupçonnais déjà d'anticiper en silence le jour lointain où ils pourraient laisser parler leur talent. La fondation est dans un état assez pitoyable pour l'instant et on est en train de mettre des vérins un peu partout pour que ça ne nous tombe pas dessus. Plus on met les vérins, plus on défait l'eau et plus ça s'allège et on voit bien que c'est assez instable. Donc là, on essaie un peu de se dépêcher pour consolider tout ça. Quand on est venu au début, c'était surtout pour regarder un petit peu l'état du carré de bois. C'était là la première surprise. On s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose sur lequel on pouvait se rattraper. De fil en aiguille, on a été amené à dire qu'il fallait se débarrasser de tout le bas parce qu'il était pourri. Ça supposait qu'il fallait tenir le bâtiment de façon temporaire. De là, tous les vérins qui ont été installés dans la bâtisse parce que quand on enlève tout ça, il faut s'assurer que le bâtiment va se tenir du plancher jusqu'à la toiture. Après, il fallait s'assurer aussi qu'il ne verse pas. Parce que quand on a enlevé toute la base du bâtiment, il pourrait partir dans un sens comme dans l'autre. C'est là qu'on a mis un contreplaqué à l'intérieur partout pour que le bâtiment il s'est tenu en porte-à-faux pendant un certain temps. Ça comporte toujours une part de risque. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Il faut faire attention parce qu'à un moment donné, il n'est plus sur aucune assise. Là. Les problèmes qui sont ici, on les voit souvent. Toutes réunies dans la même bâtisse, à savoir qu'elle penche un peu, et le carré de bois est pourri, le carré de briques est pourri, les planchers sont croches. Heureusement, c'est pas toujours le cas. Là, vous avez ramassé comme l'ensemble des problèmes. La plupart d'entre nous dédaignent ce qui a déjà servi. Nous préférons de loin ce qui est neuf. Par contre, pour d'autres, dans ce qui a servi, il existe la perspective d'un renouveau et l'expression d'une conscience en éveil. Ceux-là réussissent alors à faire du neuf avec du vieux et habituellement l'originalité est au rendez-vous. À Portland, il y a une très forte demande pour des maisons écologiques. Parce qu'à Portland, il y a une forte demande pour tout ce qui est écologique. Beaucoup de gens veulent des aliments biologiques, des véhicules à haut rendement énergétique et des maisons saines, construites de manière durable. Dave Eslam, entrepreneur vert, Portland, Oregon. Cette maison appartient à Matt et Christine Bacon-Brenes. Quand ils m'ont appelé, ça faisait 1 an qu'ils cherchaient un entrepreneur qui leur bâtirait la maison écologique qu'ils désirent. Avant, on habitait dans une vieille maison. On sentait que la maison avait une âme, une vie. On aimait le souci du détail, mais on aimait moins les courants d'air et l'entretien. Kristen Brenes, résidente de Portland, propriétaire d'une maison écologique. On voulait choisir les matériaux d'une manière consciencieuse. Des matériaux durables, recyclés autant que possible. Des technologies écologiques qui conviendraient à notre budget. D'abord, la maison en soi est efficace d'un point de vue énergétique. Les murs de béton assurent une très bonne isolation.
Et l'isolant du grenier a un rendement bien supérieur aux exigences du code du bâtiment en vigueur ici. En ajoutant des fenêtres étanches, on contribue à créer une enveloppe qui ne nécessitera que très peu de chauffage en hiver. De plus, les chevrons de toit côté sud de la maison ont été prolongés de manière à cacher les fenêtres du soleil en été. On voulait tirer parti des ressources à notre disposition, notamment les eaux de pluie. La maison a un système de captage des eaux pluviales. Il y a 2 réservoirs enterrés dans la cour. À l'aide d'une pompe, l'eau passe d'abord par un filtre micronique et un filtre UV pour être ensuite acheminée dans toute la maison. Le plancher du rez-de-chaussée est fait de béton et est équipé d'un système de chauffage radiant. Des tubes dans le plancher assurent le chauffage de cet étage. Il n'y a pas de tubes dans le plancher de la pièce vitrée côté sud, en raison du chauffage solaire passif. Cette section du plancher absorbe la chaleur du soleil. Nos éléments préférés, je crois que c'est la lumière surtout, l'effet lumineux que fournit l'énergie solaire passive. Les gens du Rebuilding Center m'avaient avisé qu'ils démontaient un moulin au sud de la ville et qu'il y aurait beaucoup de bon bois. Je préparais ce projet et j'ai pensé que ce serait bien que les propriétaires voient d'où proviendrait leur bois et qu'ils choisissent eux-mêmes leurs poutres. C'était merveilleux parce que ce moulin était un vestige de la communauté agricole, un symbole de l'ancienne forêt de sapins qu'il y avait ici. On ne trouve presque plus de ces arbres et il serait illégal de les couper. On a participé activement à la sélection des matériaux. Avant même que les fondations soient coulées, on allait au Rebuilding Center et on choisissait les matériaux qu'on entreposait un peu partout. On a choisi le marbre qu'on a entreposé chez ma sœur. Plus tard, on a trouvé un lavabo qu'on a laissé dans le garage de mes parents. Les appareils sanitaires sont également recyclés. Les lavabos de la salle de bain ont été récupérés d'un hôpital. On a aussi récupéré l'évier de la cuisine. Le marbre que vous voyez partout dans la maison est récupéré aussi. On l'a incorporé dans la salle de bain à l'étage. Au rez-de-chaussée, le marbre recyclé a servi à faire les comptoirs. La plupart des comptoirs sont en marbre de Carrara blanc, taillé et poli de nouveau. Les matériaux recyclés doivent presque toujours être remis en état ou retravaillés un peu. Il faut réfléchir, prévoir un peu plus de temps. C'est très différent de l'approche habituelle dans le domaine de la construction. Finalement, le Rebuilding Center a été la source de presque tous les matériaux et éléments de finition de la résidence. Notre maison a quelque chose d'unique grâce à ces matériaux recyclés. Ce sont des choses à leur état naturel, à l'apparence un peu brute peut-être, mais c'est le secret de leur beauté.
On va faire les niveaux avec les experts de Renovois. Et puis, tous les jours, ils nous suivent un petit peu. Ils regardent un peu ce qu'on fait et voilà, pour nous assurer qu'on fasse pas de bêtises et qu'on se prenne pas un escalier sur la tête. Ils nous assurent vraiment au fur et à mesure. La prise de niveau, c'est assez simple. On a un boyau transparent, assez long pour pouvoir traverser la longueur ou la largeur du bâtiment. On laisse toujours notre pouce dessus, parce que l'autre personne de l'autre côté, elle, si tu enlèves ton pouce, l'eau va sortir. OK. Et c'est un boyau qui est rempli d'eau. On s'assure de ne pas avoir des bulles d'air parce que ça peut nous donner une fausse mesure. Et puis, en s'assurant qu'il n'y ait pas de plis non plus, on tire ce boyau, on se tient à chaque bout. Et l'eau, par gravité naturelle, va venir se régler de chaque côté. Et là, on marque nos lignes sur la surface. Aussi simple. Bon pour moi. C'est bon. Fait que là, on fait une map à la hauteur de l'eau. OK. Et que ça, c'est notre niveau. Lorsque le sol est très inégal, encombré d'obstacles, ou encore quand il s'agit de prendre des relevés de niveau entre l'intérieur et l'extérieur d'une construction, le niveau à l'eau s'avère plus efficace que la technologie au laser. Prends ton temps, non. Enlève complètement ton pouce. Suite à la prise des niveaux avec nos amis de Renovois, on a constaté que le coin arrière, à l'ouest, était calé de plusieurs pouces comparé aux autres coins de la maison. On va procéder à remettre la maison à niveau avec une série de vérins hydrauliques, avec nos vérins standards. C'est bien, Pierre. OK. C'est bon. Ça va régler énormément de problèmes, à la fois à l'extérieur, ça va redresser les murs à l'extérieur, ça va redresser nos planchers, notre plancher, le seul qui existe, en haut. Ça va être du temps bien investi. Entre-temps, loin des chantiers de construction, des scientifiques éclairés font évoluer notre perception des ressources naturelles. Entre autres, celle de la forêt. La forêt est une ressource potentiellement renouvelable. C'est-à-dire que si on la traite comme il faut, il y aura toujours de la forêt. Claude Villeneuve, biologiste, directeur de la chaire en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi et auteur d'essais sur l'environnement. Peu de gens l'imaginent, mais 50% du poids du bois représente du carbone. Donc, une tonne de bois, c'est 1,1 tonne de CO2 qui a été capté dans l'atmosphère. Donc, la conservation du bois ou l'utilisation durable et encore mieux, la réutilisation du bois permet de séquestrer du carbone et de contribuer à lutter contre les changements climatiques. Mais aussi, l'exploitation de la forêt permet de lutter contre les changements climatiques. Parce qu'un arbre qui pousse stocke du carbone, alors qu'un arbre vieux en émet. Donc, on a avantage à avoir des forêts jeunes et en santé et à traiter avec respect le bois et le récupérer, le réutiliser le plus longtemps possible dans des usages durables, c'est traiter le bois avec respect. Là, c'est un petit peu une période difficile parce qu'on s'attendait à récupérer plus de choses et mettre de côté. Et finalement, à part le latis, où on en a une quantité incroyable, à part ça, pour l'instant, on n'a rien récupéré. Quelques briques, mais c'est encore tout. On a vidé toute la place, là. Alors ça, c'est une grosse étape de franchie. Il nous reste le colombage des cloisons à l'étage et le plancher à enlever, quelques planches de contreplaqué. J'en peux plus. Je suis épuisée. On a descendu toutes les lattes, là. Un petit coup de speed à la fin pour avoir fini. J'en peux plus.
Et je veux pas savoir où elles vont aller. Là, je les ai mis sur le trottoir, moi j'y touche plus. Lors du prochain épisode, les citadins trouvent plusieurs solutions originales pour recueillir des matériaux utiles. C'est en fait un assemblage de morceaux de vélo ramassés dans la rue ou achetés à des scrappers. Ils préparent la maison pour laisser libre cours à leur imagination et ils coulent les fondations du projet. C'est vraiment un après-midi très excitant pour nous tous parce que là, on pourra passer à la prochaine étape. Aussi, quand la passion des objets débouche sur une façon de les garder vivants. Les objets ici sont choisis par ce qu'ils ont à dire sur toutes sortes de côtés. D'ici là, l'expérience se poursuit sur le web.